Ces états généraux-là, ça ne pouvait pas être appelé état généraux de la justice. Ça veut dire que la justice, ce n'est pas seulement les magistrats. Peut-être on pouvait parler des états généraux du pouvoir judiciaire. Donc il y a une structure qui œuvre en violation de la loi de la République, Je vous ai dit que, au vu aussi de tout le monde. Oui, l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires n'existe pas légalement puisque ce n'est pas sanctionné par un texte. Depuis 1997, donc quand l'AFDEL est venu, les gens commençaient à enjamber des grades, à faire des choses à leur manière sans respecter les critères et les prescrits. Puisque pendant la il y avait du favoritisme, si je comprends bien. Oui, Okay. C'est ça. Donc à l'époque, le ministre de la Justice avait le plein pouvoir. C'est le plein pouvoir. Alors, mais avec la séparation du pouvoir, il n'est plus le chef des magistrats. Il est le représentant de l'exécutif. Donc du gouvernement. Du gouvernement. Donc, à un moment, il dit qu'il faut supprimer les ministères de la justice pour parler des ministères des relations avec les pouvoirs judiciaires, comme on en a aussi le ministère des relations avec le Parlement, pour éviter cette confusion-là. Ce n'est pas les ministres de la justice qui devraient les convoquer, peut-être le président de la République, qui est le garant. Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. La République démocratique du Congo, un pays béni avec un capital humain capable à relever les défis du Congo. Chers Congolais, vous êtes en train de nous suivre depuis les États-Unis, depuis Ottawa, depuis Qatar, depuis Bujumbura, depuis Cape Town. Vous nous suivez depuis l'Inde, parce que l'émission est en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV et Delcas Télévision aussi. Vous êtes en train de nous suivre sur votre chaîne 10e rue Télévision, le temple de la démocratie, la chaîne qui est du bon côté de l'histoire. Vous étiez très nombreux à vouloir à ce que nous puissions inviter une fois de plus Monsieur Gabriel, qui est vice-président de la structure de syndicat Sodima. Il est ici avec nous pour essayer un peu d'analyser sur cette question qui fait couler beaucoup d'encre et salive, la guerre entre parenthèses entre le magistrat et le ministre ou le ministère de la Justice. On va en parler parce que nous on est quand même des gens qui sont curieux pour comprendre ce qui se passe dans ces corps de la justice de la République démocratique du Congo. Il est ici avec nous. Monsieur Gabriel, soyez le bienvenu. Merci, messieurs les journalistes, de m'avoir invité pour la deuxième fois sur votre plateau, sur les demandes de vos téléspectateurs. Nous sommes là, à leur service. Voilà, vous êtes là pour défendre, pour expliquer à l'opinion, pour que vous puissiez répondre aux questions très questionnantes du public. Mais avant cela,
je vous ai présenté ici comme vice-président de cette grande structure de syndicats. Vous défendez les intérêts de magistrats. Mais quelqu'un m'a dit, est-ce faire les droits au Congo aujourd'hui vaut encore de l'or? Parce que à l'époque, votre métier, c'était un secteur où les gens se sentaient quand même considérés. Mais aujourd'hui, il y a le mouton noir dans votre gibecière. Est-ce, vous comparant aujourd'hui, vous pouvez conseiller à un enfant d'aller faire les droits? Personnellement, oui, puisque j'ai un fils qui venait de terminer en droit cette année, qui s'appelle Jean-Pierre Amissi. Donc je peux conseiller de faire les droits, comme moi. Mais lui, il a opté pour faire les barreaux, qui est la magistrature. C'est aussi son choix. Est-ce, pensez-vous que la formation aujourd'hui dans ces secteurs garde encore les niveaux? Parce que aujourd'hui même, il semble qu'il y a des professeurs qui achètent leur titre académique. Hein? Donc, rien ne marche, tout est monnayé, il n'y a plus la bonne formation. Bon, je ne vais pas dire tout à fait. Par exemple, à l'université de Kinshasa, où j'ai fini, où mon fils aussi venait de terminer, il y a une bonne formation. Il y a des grands professeurs d'université qui donnent cours non seulement à l'université de Kinshasa, mais dans d'autres universités de ce pays. Et ils sont fatigués, ils sont un peu à cheval de gauche à droite. C'est plus les assistants et les chefs des travaux qui enseignent. Donc la qualité, il semble que la qualité a diminué. Bon, diminuer, bon, je ne sais pas. Peut-être ça fait plus de 30 ans que j'ai terminé à l'université de Kinshasa. J'ai terminé en 93. Je ne sais pas si le niveau est encore le même, mais avec les conditions de vie, il y a toujours les niveaux de formation diminuent aussi avec la situation, les étudiants qui n'ont pas par exemple l'accès à l'internet, à des bibliothèques qu'il faut. Ça peut arriver, mais chaque étudiant doit se former. Même dans la profession, on se forme. Bon, les gens qui vous rejoignent aujourd'hui dans la profession, quand vous essayez un peu de tâter leur niveau, vous pensez qu'ils sont en mesure de prendre la relève, ou soit vous, le doyen, vous devez encore être là pour bien faire les choses, sinon vous allez laisser le feu brûler la maison de la magistrature. Oui, je disais que ça dépend de la formation de chacun, et ça dépend aussi de ceux qui nomment les chefs dirigeants et l'office. Okay. Si on ne tient pas compte des critères de compétences et d'intégrité, on tient compte d'autres critères, on peut arriver à la situation que nous déplorons aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui les gens sont sincères avec les serments de magistrats? Parce que vous êtes parmi ceux qui prêtent serment. Est-ce aujourd'hui dans la profession, pensez-vous, les gens respectent? Bon, je ne peux pas vous mentir que tous se respectent, mais il y a ceux qui respectent. D'autres ne respectent pas leur serment. Du moment que ce serment est sacré. Alors que ce serment est sacré, on prête serment pour respecter la Constitution et les lois de la République, mais dans la pratique, c'est autre chose. Mais il y a quand même ceux qui respectent. Il ne faut pas dire que tous ne respectent pas. Mais il y a quand même une minorité, mais on parle de la majorité quand même. La majorité, oui, je peux l'affirmer. Parce que, comme mes juges, il y a beaucoup qui considèrent que quand il a un dossier, c'est de la marchandise à vendre. Ouais, c'est une réalité. On commence à monnayer la justice. Hein. On monnaie la justice. Il y a même des chefs de juridiction qui sont aussi dedans, qui n'attribuent des dossiers, je ne dis pas que tous, qui n'attribuent des dossiers aux juges qui leur font les rapports financiers. Ok. Voilà, c'est que ça si vous êtes trop carré, trop sérieux, donc là, vous allez peiner. Vous êtes mis à l'écart. Okay. Vous pouvez même siéger rarement. C'est ce qu'il faut déplorer. Okay. Il faut que
le Conseil supérieur de magistrature joue réellement son rôle. Ce que son Excellence ministre d'État, ministre de la Justice déplore, c'est plus qu'à un certain moment, il a dit laisser aller. Oui, c'est le Conseil supérieur de magistrature normalement qui devait frapper. Il y a les chambres de discipline qui ne fonctionnent pas faute de moyens, mais même s'ils fonctionnaient, est-ce qu'on sanctionne sévèrement les magistrats? Je ne pense pas. Alors, vous ne pensez pas, avec vous, nous allons vraiment faire l'autopsie de la justice de la République démocratique du Congo, parce que vous êtes parmi l'un des doyens. Je ne vais pas citer tous vos casquettes ici, mais les gens qui sont en train de nous regarder, ils savent de qui est devant nous, la personne qu'on a invitée. Alors, Monsieur Gabriel, quand est-ce que la justice de la République démocratique du Congo a commencé à connaître les déclins? Prenons depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, 64 ans après, à quelle époque précisément que les choses ont commencé à sombrer? Moi, je ne peux pas parler de l'époque avant mon entrée dans la magistrature. Je peux parler quand je suis entré. Je suis entré à la magistrature en 94 ou 94. C'était le 29 février, quand le ministre de la Justice avait le pouvoir de recrutement, nomination des magistrats à titre provisoire. J'ai été nommé magistrat à titre provisoire par le ministre de la Justice. C'était quel ministre à l'époque? C'était le bâtonnier Guyanika, que j'ai sali en passant. Il est vivant? Je crois qu'il doit être vivant. Je crois qu'il doit être vivant. Et le même jour, le ministre a pris un second arrêté, m'affecta comme juge au tribunal de paix d'Inkissi dans le Bas-Congo. C'est là où j'ai commencé ma carrière. On peut dire que pendant notre période, je vous ai dit l'autre fois qu'on était considérés comme état de fonctionnaires, avec les numéros matricules de la fonction publique. Et les salaires qu'on avait à l'époque, c'était l'équivalent, si c'est entre 20 et 25 $. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, c'est vous qui dites que c'était beaucoup d'argent. C'était les salaires. C'était maigre. C'était maigre. C'était les salaires d'un attaché de bureau de première classe. Comme puisque nous étions considérés comme des fonctionnaires, un licencié en droit à la fonction publique, il est recruté au grade d'attaché de bureau de deuxième classe. C'est ce salaire-là qu'on avait à l'époque, comme magistrat sans prime. Et quand vous mettez les gens dans telles conditions, les gens développent le mécanisme de survie. Ce qui fait qu'il y a ceux qui... Quand vous parlez, ils développent le mécanisme de survie. Donc la corruption, essaie un peu de magouiller pour avoir quelque chose. Oui, le monnayage par exemple. Nous par exemple, on faisait le ministère public. En tant que juge de paix, on pouvait demander la convocation, le mandat de comparition, le mandat d'amener pour le magistrat du parquet, juste pour survivre. Et d'autres, dans la corruption pour quelqu'un pour avoir raison. Si vous n'avez pas raison, vous ne donnez pas l'argent, vous n'aurez pas raison. Ça existe, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est que décrit la majorité de l'opinion. Ça, c'est en 1994, 1995. Mais quand même, dans notre époque, on avait reçu une bonne formation de nos aînés. Malgré ce salaire-là, qu'on avait, salaire de Miller, il y avait même quand même de la moralité, de l'équité. Les choses ont commencé à se dégrader à l'entrée de l'AFDEL. L'AFDEL est entrée, on a révoqué les magistrats. Vous parlez de Mwenze Congolo? Oui, il a créé une commission là pour révoquer les magistrats, 315. C'était en violation de nos statuts. Et la République a même été condamnée sur le plan international. Et ces gens-là ont été réhabilités à la suite du dialogue intercongolais. Les choses ont commencé à se dégrader puisque à l'arrivée de l'AFDEL, le problème de promotion, on ne respectait plus les critères. Quelqu'un pouvait enjamber les grades, même 2 ou 3 grades, c'est que ça fait. Et jusqu'aujourd'hui, Musée a essayé un peu de donner de la prime.
son Excellence, Monsieur le Président de la République actuelle, Félix Antoine Tshisekedi, il y a aussi essayé d'améliorer les conditions de salariat des magistrats, mais avec la dévaluation, c'est devenu dérisoire. Je l'ai souligné dans notre mémo du syndicat lui adressé pour comment améliorer les conditions sociales et du travail des magistrats en révisant les derniers alinéas de l'article 149. Voilà, vous parlez un peu de ce qui se passe. Même aujourd'hui, c'est la même chose. Donc depuis 1997, donc, quand l'AFDEL est venu, les gens commençaient à enjamber des grades, à faire des choses à leur manière, sans respecter les critères et les prescrits. Puisque pendant la il y avait du favoritisme, si je comprends bien. Oui, okay. C'est ça. Mais ces gens, ils sont avec vous jusqu'aujourd'hui. Pour certaines personnes, vous les identifiez, quand vous le voyez, vous dites celui-là, apparemment, il n'a jamais respecté l'État. Mais ils sont là dans votre bergerie. Est-ce eux le nez du problème ou c'est parce que l'État n'a pas pris en compte la magistrature, l'État n'a pas mis des moyens qu'il fallait pour que les choses s'arrangent? J'avais dit l'autre fois, il y a la part de l'État et il y a aussi la part des magistrats. Okay. L'État ne respecte pas ce qui est prescrit dans les statuts des magistrats et aussi les magistrats aussi responsables. Et j'avais dit que même si on a un maigre salaire, cela ne veut pas dire que vous devez vendre la dignité. C'est pourquoi nous disons que nous sommes là pour défendre la dignité. Mais les ventres enfamés n'ont point d'oreille. Un magistrat qui laisse ses enfants à la maison, il n'a pas payé la maison, il est devant les attaques de son bailleur. Une fois il se retrouve devant un client, même s'il a raison, il devient une proie. Je dis que même ce qu'on paye aujourd'hui, on peut quand même arriver à payer les loyers. Aujourd'hui, sous Félix? Oui. Même si il y a une année, ça ne représente plus ce que ce salaire représentait il y a une année. C'est pourquoi il faut... notre mémo adressé à son Excellence, c'était un plaidoyer pour qu'on puisse réellement changer les conditions sociales et de travail des magistrats. Voilà. Je me rappelle qu'il y a le président Dieudonné Kambouleta qui se bat également pour essayer un peu d'arranger les choses. Il y a aussi M. Vondé et tant d'autres. Mais la situation reste telle qu'elle est parce que le gouvernement doit nécessairement appuyer. Mais j'aimerais savoir, avant que nous puissions aller dans les lois, dans votre mémo et autres, avec ce qui se passe aujourd'hui, il y a les magistrats qui ont accusé l'actuel ministre de la Justice, Constant Moutamba, d'avoir magouillé certaines choses. Mais nous allons y revenir. Mais j'aimerais d'abord comprendre, est-ce qu'il y a une différence entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice? Est-ce que c'est des corps qui se diffèrent ou c'est la même chose? Parce que quand nous parlons de la justice, on voit apparemment les efforts de des côtés. Bon, là, d'ailleurs, moi je n'étais pas pour les thèmes, mais là pour dire que pourquoi la justice est-elle malade? La justice, ce n'est pas seulement le pouvoir judiciaire ou les magistrats. La justice, c'est dans tous les secteurs. Okay. Quand on dit que la justice élève une nation, ce n'est pas seulement les magistrats qui sont concernés. Même au niveau de la nation, l'article 58 de la Constitution dit que l'État garantit la distribution équitable des richesses. Oui. L'article 58 de la Constitution. Ces budgets, quand on parle de richesses, c'est les budgets. Alors la distribution de ces budgets-là, pour ce qui concerne les composants de la société, notamment les trois pouvoirs, il y a un déséquilibre criant. Et d'autres secteurs aussi, n'en parlons pas. Donc quand on parle de la justice, premièrement, c'est la justice distributive, garantie par l'article 58 de la Constitution. Pour revenir à votre question, la différence entre le ministère de la Justice et le pouvoir judiciaire, cela, je vous avais dit qu'avant,
Okay. Le magistrat était des fonctionnaires du ministère de la Justice, mais lors des au dialogue intercongolais, les participants ont décidé d'accorder l'indépendance du pouvoir judiciaire, ce qui est consacré à l'article 149, l'indépendance du pouvoir judiciaire des autres pouvoirs traditionnels, notamment de l'exécutif, le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice a ses prérogatives qui sont fixées par la loi fixant les attributions du ministère de la Justice. Il y a aussi d'autres prérogatives fixées par la Constitution et les lois organiques du registre, notamment les statuts de magistrat et l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la Justice, comme d'aucuns prétendent, n'est pas le chef des magistrats aujourd'hui. Avant la réforme de 2006, il était le chef ou le patron des magistrats. C'est lui, il était le président du conseil judiciaire à un moment. À un certain moment, il était le vice-président du conseil supérieur de la magistrature qui était créé par une ordonnance. Vous avez parlé en 93. Donc ça a déjà existé dans ce pays. Donc c'est pas nouveau, ce n'est pas nouveau. L'ordonnance là de 1983, c'est le président de la République qui était président, comme le président de la République, le maréchal Mobutu Thérèse Mémoire, ne pouvait pas participer dans des activités concernant les conseils judiciaires ou les pouvoirs judiciaires. C'est le ministre de la Justice qui était le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Il recrutait les magistrats. Il est désigné à titre provisoire comme moi. La mise en place, c'était lui, après les nominations, les grades, dans différents grades jusqu'au niveau du premier président de la Cour d'appel, c'était lui, sans même que l'ordonnance du président de la République n'intervienne. C'est maintenant que à chaque nomination, après recrutement, le chef de l'État nomme. Pour les promotions, c'est le chef de l'État qui nomme. Mais à l'État, quelqu'un pouvait arriver même à la Cour d'appel comme premier président, toujours avec des désignations du ministre de la Justice. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc à l'époque, le ministre de la Justice avait le plein pouvoir. C'est le plein pouvoir. Alors, mais avec la séparation du pouvoir, il n'est plus le chef des magistrats. Il est le représentant de l'exécutif. Donc du gouvernement. Du gouvernement. Donc à un moment dit qu'il faut supprimer le ministère de la Justice pour parler des ministères des relations avec les pouvoirs judiciaires, comme on en a aussi le ministère des relations avec le Parlement, pour éviter cette confusion-là. Puisqu'il y a même dans la presse qui qualifie le ministre de la Justice le patron. Il y a une confusion. Une confusion. Donc il n'est pas le patron, lui c'est un élément dans le gouvernement. Dans le gouvernement. Qui est en collaboration avec les conseils, qui doit être en collaboration avec les conseils supérieurs de la magistrature, même pour les réformes à mener. Mais quand vous parlez de la collaboration, il semble que c'est lui qui a la vision de la justice, parce que le gouvernement lui communique la vision, lui maintenant amène cette vision et les moyens de l'État. La politique du gouvernement, oui, c'est lui. Il y a par exemple les cours et tribunaux. Ce n'est pas le conseil supérieur de la magistrature qui doit construire, par exemple, les bâtiments. Par exemple, dans les programmes de développement de 145 PD. Bon, on a prévu la construction de centres de santé, écoles, bâtiments administratifs. Mais depuis 1989, chaque territoire doit avoir un tripé créé par l'ordonnance de 1989. Ces tripés-là, ce sont les tripés qui doivent remplacer les tribunaux coutumiers. Il faut construire dans chaque territoire des bâtiments. Au niveau des 26 provinces démembrées, les palais de justice, il faut construire. C'est le ministre de la Justice qui doit poser ces problèmes-là de construction des bâtiments de cours et tribunaux et parquets au gouvernement. Ce n'est pas le conseil supérieur de la magistrature, puisque le conseil supérieur de la magistrature n'a qu'un budget de rémunération, fonctionnement, mais le fonctionnement qui n'arrive pas. Moi, par exemple, je vous ai dit que j'ai été chef de direction dans cette ville. C'est le tribunal de grande instance de Calam pendant 3 ans.
Je n'ai reçu aucun frais de Vous fonctionnement. étiez président du tribunal Président du tribunal de grande instance de Calamou, de Calamou. de 2013 à 2016. Aucun frais de fonctionnement reçu. Et c'est pour toutes les juridictions du pays. De la cour d'appel au Tripé, parquet des grandes instances, la cour d'appel au Tripé. C'est pourquoi chaque chef de juridiction, il se débrouille pour meubler son bureau. Il y a d'autres qui recourent aux opérateurs économiques pour meubler les bureaux. Et quand il y a mise en place, il part avec tout le mobilier. Celui qui viendra aussi aura de renouveler le mobilier. C'est comme ça. Oui. Alors, ici, vous nous avez dit qu'il y a une séparation claire entre... Il y a une séparation, mais avec la consécration, dans la condition de cette séparation, les conseils supérieurs de la magistrature, c'est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire, comme l'est l'Assemblée nationale. Pour ce qui concerne les députés, et le Sénat, pour ce qui concerne les sénateurs. C'est comme ça. Donc, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est ce conseil-là qui vous gère. Voilà. Donc, présentement, on peut parler du président Dieudonné Kamuleta. C'est lui avec son équipe, c'est eux qui gèrent. C'est lui qu'on peut appeler les chefs. Les chefs. Des magistrats. Les chefs des magistrats, pas Constant Moutamba. Pas Constant Moutamba. Alors, Constant Moutamba ne peut pas lui donner les injonctions. Non. Sur le plan de droit. Non. Non, il ne peut pas. Non, c'est des questions. Sauf les magistrats du parquet. Et il peut donner les injonctions pour engager les poursuites. Mais les juges, non. Est-ce il y a quelle différence entre les magistrats du parquet et les magistrats? Je ne sais pas, il y a combien de types de magistrats? Il y a des types. Ok. Tous nous sommes des magistrats, fonctionnent comme magistrats. Ceux du parquet, on les appelle les officiers du ministère public. Ce sont eux qui recherchent des infractions, qui poursuivent, qui arrêtent et qui fixent les dossiers et vous présentent devant les tribunaux. Et les juges, c'est lui qui juge les coupables. On appelle les magistrats du siège. Les magistrats du parquet sont appelés les magistrats debout. Quand il prend la parole, il se met debout à l'audience. Tandis que les juges, lui, il est assis. Donc les juges dépendent directement du Conseil supérieur de la magistrature. Tous, nous sommes membres du Conseil supérieur de la magistrature. Tous les juges. Tous les magistrats. Tous les magistrats. Du parquet, tout comme le magistrat du siège. Nous sommes gérés par le Conseil supérieur de la magistrature, qui est présidé par le président de la Cour constitutionnelle, qui est des droits. Président du Conseil supérieur de la magistrature. Alors aujourd'hui, j'ai vu quand même les gens en train de marcher. Il semble que le huissier, les greffiers, est-ce que ceux-là, ils sont de quel côté? Ils sont du côté du ministère de la Justice, du côté des magistrats ou bien comment? Il y a ce qu'on appelle les personnels judiciaires. Dans les personnels judiciaires, il y a d'abord premièrement les magistrats. Ce sont les magistrats qui sont gérés par les conseils supérieurs de la magistrature. Il y a les greffiers, il y a les inspecteurs judiciaires du parquet qui relèvent de la fonction publique et qui ont un statut particulier, le statut de carrière des agents publics des États. Maintenant que nous avons notre statut propre, le statut des magistrats. Il n'y a pas à confondre. Bon, j'ai suivi les gens, les APG, les en train de marcher. En train de marcher, il faut dissoudre. Il faut dissoudre les conseils supérieurs. Le conseil supérieur de la magistrature. Est-ce qu'ils ont les droits pour qu'il y ait les conseils supérieurs de la justice? Ça, c'est une confusion. Une confusion sur le plan de droit. Puisque les conseils supérieurs de la magistrature, c'est le pouvoir judiciaire, l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Ne peut être membre du Conseil supérieur de la magistrature un magistrat. À part ceux qui sont des droits, il y a aussi ceux que les magistrats élisent selon les quotas réservés par ressort et juridiction et parquet. Les histoires là des conseils supérieurs, c'est la société civile, les institutions d'appui à la démocratie, comme CESAC. Chez vous les journalistes. Non. C'est ça, Sensa. Ça, ce sont les institutions d'appui à la démocratie. ACAJ, ACAJ c'est un peu privé. Ça c'est privé. Ce sont des institutions d'appui à la démocratie. Nous, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est un organe de gestion. Comme l'Assemblée nationale est l'organe de gestion des députés, le Sénat est l'organe de gestion des sénateurs.
vous l'avez demandé qu'on puisse avoir un conseil supérieur de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Là, il y a les députés élus et puis les autres viendront d'où? J'ai suivi même dans le conseil, dans les états généraux, quelqu'un a dit nous parlons du ministère de la Justice, on ne parle pas du ministère des magistrats. Sur ce, il faut dire Conseil supérieur de la justice parce que c'est la justice qui prime. Ici, c'était une confusion. Vous avez suivi les professeurs qui avaient dit ça? Le professeur Kala Chibango. Monsieur Massounda, trouvez-moi la vidéo de Moutamba quand il était candidat président de la République, évolué. Les professeurs, quand même, il enseigne le droit. Ce n'est pas lui qui peut proposer ça, parce que non seulement qu'il est professeur de droit, il est avocat. Il connaît la différence entre les ministères et les conseils supérieurs administratifs. Les ministères ont ses attributions fixées par l'ordonnance, qui fixe les attributions des ministères. D'ailleurs, même ces états généraux-là, ça ne pouvait pas être appelé état général de la justice. Ça veut dire que la justice, ce n'est pas seulement les magistrats. Peut-être on pouvait parler des états généraux du pouvoir judiciaire. Les états généraux du pouvoir judiciaire. À ce moment-là, bon fonctionnement des institutions. À ce moment-là, et lui pouvait être invité, mais quand lui convoque pour traiter de quelque chose d'un autre pouvoir, lui il est de l'exécutif, mais il est jugé par. Donc lui il est de l'exécutif. C'est un sous-corps. Il est de l'exécutif, il est membre du gouvernement. Il dépend de Madame Souminois. Oui. Donc lui ne pouvait pas. C'est pourquoi dans un groupe de WhatsApp, je crois que vous êtes membre de ce groupe-là, Impact News. Il y a quelqu'un là qui a posé une question intéressante là. Il dit, mais c'est lui qui a convoqué les états généraux qui parlent du fonctionnement du pouvoir judiciaire. Il a quelle qualité? Et dans les photos, on voit le président de la République, le Premier ministre, et puis le ministre de la Justice. Mais on ne voit pas la photo. Moi, j'ai commenté pour dire qu'il n'y a aucune photo des membres du Conseil judiciaire. Voilà ce que c'est. Voilà le départ. Donc c'est déjà une aberration. Une aberration. Voilà. Alors j'aimerais que nous puissions d'abord suivre la vidéo de l'actuel ministre de la Justice, mais à l'époque, il était candidat président de la République, M. Moutamba, parce qu'aujourd'hui, dans l'opinion publique, il semble qu'il y a une guerre entre le ministre et les magistrats. Alors, parce que j'ai vu quand même les magistrats aussi, ils ont dénoncé les choses. Mais prenons d'abord la vidéo, nous devons écouter ce que le ministre disait avant qu'il soit même un ministre, qu'il était candidat président de la République. Parce qu'ici, les gens pensent que Constant Moutamba avait déjà tout planifié pour détruire le Conseil supérieur de la magistrature. Monsieur Massounda, si je peux avoir cette vidéo. Ce que je ferai prioritairement au niveau de la justice, c'est que je ferai du procureur, du ministre de la Justice, un attorney general, comme disent les anglophones. Je ferai de lui le procureur général de la République, qui aura une ascendance sur tous les procureurs généraux. Je ferai de ces ministres de la Justice le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc c'est une ignominie, c'est une boubouèse, c'est une onomatopée. Voilà. Vous venez de suivre, Monsieur Gabriel. Oui. Ici, le ministre dit, une fois président de la République, il allait faire du ministre de la Justice le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il n'était pas élu comme président, mais il est devenu ministre de la Justice. Donc, il veut devenir le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, ces états généraux avaient un objectif pour lui. Bon, je crois que Maître Yves Kisombe vous a répondu à cette question. J'ai suivi les... Son porte-parole qui était ici, Yves Kisombe. Ça, il le disait en tant que candidat président de la République. Mais il n'est pas président de la République, il est le ministre de la Justice. Ce qu'il souhaite, c'est son souhait. Mais ça a déjà existé dans notre pays. Pendant la Deuxième République jusqu'à la réforme de 2006. Et l'indépendance du pouvoir judiciaire a été consacrée par la Constitution. Ce n'est pas une ordonnance. Et le Conseil supérieur de la magistrature, c'est une institution qui a été instituée par la Constitution. Ok. Par la Constitution. Par la Constitution. Pas par la volonté de l'homme, moi encore par les emails. Par la Constitution. Ok. Et cette indépendance du pouvoir judiciaire
fait partie des matières verrouillées par l'article 220. On peut nous lire l'article 220 L'article 220 de la Constitution. Je n'ai pas voir l'article 220 de la Constitution parce que nous avons un homme des droits ici. Nous devons vérifier dans la Constitution parce que nous sommes dans l'état des droits. Il ne faut pas privilégier les humeurs des gens, mais plutôt lire la loi de la République, l'article 220 de la Constitution. Nous avons l'article. Vous pouvez lire? Je peux lire? Vous pouvez lire, oui. Voilà. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle et formellement interdite. Donc vous pouvez limiter là-bas. Voilà. On doit parler de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Les autres ne peuvent pas faire l'objet de révision. Et quand vous venez, vous dites que vous allez faire le ministre de la Justice, le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est violer la Constitution. On dit qu'on ne peut pas. Donc c'est verrouillé. C'est verrouillé. Donc les incantations seront le public de Constant Moutamba. Donc il ne peut pas, s'il n'y a pas la révision constitutionnelle, si réellement c'est verrouillé, c'est décidé à San City, était coulé dans la Constitution de 2006. C'est verrouillé, l'indépendance est verrouillée. Et la Constitution dit que le Conseil supérieur de la magistrature est composé que de seuls magistrats. Seuls magistrats. Pas même le président de la République. Quand j'ai suivi les débats à l'Assemblée nationale, quand on a adopté, les gens voulaient que les chefs de l'État, seuls, soient. On dit non. Parce que quand on laisse les chefs de l'État, ils peuvent se faire représenter par le ministre de la Justice. C'est ce qu'on a évité. Mais on l'appelle quand même les magistrats suprêmes. Qui? Le chef de l'État. Bon, le chef de l'État ça veut dire quoi? C'est un titre honorifique ou bien comment? J'ai dit ceci, c'est lui qui nomme les magistrats. C'est lui qui donne des promotions, c'est lui qui révoque les magistrats. C'est pourquoi on l'appelle magistrat suprême. Mais il ne peut pas avoir l'œil là-bas, il ne peut pas il peut être membre, assister, il peut être membre, mais les gens ont peur de ce qui s'est passé dans la Deuxième République. Il était le président de la République, Maréchal Mobutu Thérèse Monroe, a été président du Conseil supérieur de la magistrature et le ministre, le vice. On ne peut plus tenter cette expérience. Bon, en France aussi, avant, le président de la République était le président du Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, ce n'est plus lui. C'est le premier président de la Cour de cassation. Donc c'est dangereux de mettre un président là-bas? Non, ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux. C'est dangereux si on fait introduire aussi les ministres de la justice. C'est ce que les gens, les débats qu'il y avait eu pendant qu'on adoptait la Constitution. On n'a pas voulu puisque les chefs d'État ont beaucoup de choses à faire. Il faut séparer les choses, il ne faut pas prendre l'un des ministres qui viendra avec les pouvoirs du chef de l'État. Alors, en écoutant M. Constant Moutamba, certaines personnes, les prêtres les intentions, que c'est un manipulateur. Moi, je ne confirme pas, j'ai dit quand même dans les réseaux sociaux, les gens sont en train d'écrire comme ça. Et j'ai suivi le magistrat inviter la presse en train de dire on a changé même l'esprit et les recommandations dans les rapports généraux et les recommandations des États généraux. Et il semblerait qu'il faudrait même amener tous ces gens qui ont rédigé ces rapports devant la justice. Vous êtes magistrat, pensez-vous qu'il y a eu un peu du flou dans ces rapports? Ça, je ne sais pas, puisque notre syndicat n'a pas participé à ces assises. Nous avons tous suivi que nos camarades qui ont participé à cela ont dénoncé qu'il y a eu on a trafiqué les résultats. Mais c'est grave. C'est grave. Si cela est prouvé, c'est grave. Ceux qui ont trafiqué doivent être poursuivis. Et puis, on ne fait pas de réformes en fonction de ses ambitions. Les réformes se font pour l'avenir. On ne va pas dire que non, on fait la réforme puisque moi je vais devenir telle personne. Ce qui tue. Mais il ne faut pas s'approprier les réformes. Il faut les faire pour... Les réformes, il faut les faire de manière impersonnelle. Pas de viser
comme ça s'est fait, de manière impersonnelle. La Constitution déjà a verrouillé. Pourquoi chercher à faire des... Il faut peut-être faire des réformes qu'il faut. Puisque l'autre fois, je vous avais dit que les grandes réformes qui ont été réalisées, c'est les statuts, la loi portant statut de Maïssa, loi organique, et la loi organique qui porta organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Il restait des réformes à parachever concernant les services, les anciens services spécialisés du ministère de la Justice, animés par des magistrats ou dirigés par les magistrats. Ces services-là, le législateur de la loi portant statut de magistrat a prévu que ces services, l'article 29, deviennent des services judiciaires spécialisés et relevant du pouvoir judiciaire. Les réformes, ça veut être notamment l'inspectorat, qui est les statuts des magistrats. La loi portant statut de magistrat a retenu. Il a retenu l'inspectorat tout court, et non pas l'inspectorat des services judiciaires et pénitentiaires, comme ça c'est dans la pratique. Donc ça, ces services-là devaient servir la réforme. Ce que j'avais dit l'autre fois. Ça va servir une réforme. Et puisque ces services-là, à l'article 53. Monsieur Massou, on peut avoir les articles, je ne sais pas. Article 53. 53 de la Constitution, de quelle loi? 50 de la loi organique sur les statuts. Voilà, nous avons l'article 50 là. 50. La loi organique. La loi organique. Les gens peuvent vérifier à la maison. Oui. L'alinéa 3 dit les magistrats membres de l'inspectorat général peuvent constater toute faute disciplinaire commise par tout magistrat de rang égal ou inférieur à celui du magistrat. Ça, c'est une innovation. Puisqu'avant, les statuts du magistrat de 1988, c'était une ordonnance là, ne prévoyait pas les services de contrôle. Ça n'existait pas dans les statuts du magistrat, mais c'est l'ancien ministre de la Justice, Singaoudjou, de mémoire, qui avait créé l'inspectorat. Singaoudjou. Oui, comme je l'ai dit l'autre fois, c'était sous son initiative. Et c'était sanctionné par l'ordonnance du président de la République le 23 juin 1987. Cet inspectorat-là n'était pas prévu par les statuts. Mais cet inspectorat est devenu caduc avec la réforme, puisque le ministre de la Justice n'est plus le président du Conseil judiciaire. Il y a maintenant le pouvoir judiciaire. Donc tout a changé. Tout a changé. S'il fallait appeler autrement ces services avec la réforme, ça doit être maintenant l'inspectorat général des services du pouvoir judiciaire. Et sous l'autorité du président du Conseil supérieur de la magistrature, mais moi, la réforme que j'ai proposée, que ça soit sous l'autorité du président de la République en tant que magistrat suprême et garant du bon fonctionnement des institutions. Donc il y a une structure qui œuvre en violation de la loi de la République, je vous ai dit que, au vu aussi de tout le monde. Oui, l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires n'existe pas légalement puisque ce n'est pas sanctionné par un texte. Ni légal. La loi là, l'article 50, il n'y a pas seulement de l'inspectorat général. Est-ce que ce n'est pas là où M. Essabé travaillait? Bon, je ne sais pas. Mais c'est depuis 2006. Je ne sais pas. C'est à côté de la Cour de cassation ici. Là où il y a... c'est là où il y avait... M. Essabé. Les magistrats sont affectés là-bas par les ministres de la Justice. Alors qu'il n'a plus les pouvoirs sur les magistrats. Il n'est ni président du Conseil supérieur de la magistrature, ni membre du Conseil. En quelle qualité il nomme? Je vous ai envoyé un arrêté où Mme Rose, ministre d'État, a affecté les magistrats à ses services à l'intérieur, où il affecte les membres à ces services-là illégaux, mais il se réfère à l'ordonnance de 1987 créant l'inspectorat général de services du Conseil judiciaire. Donc, l'inspectorat général, il y a un projet de décret qu'un ministre de la Justice voulait proposer au gouvernement après les États généraux. Ces services-là, ces projets de décret-là, placent ces services-là illégaux
sous l'autorité du ministre de la Justice et celui qui nomme les magistrats. Donc en réalité, ça ne pouvait pas se faire. Même quand Mme Rose avait nommé, elle ne pouvait pas se référer à cette ordonnance. L'ordonnance de 87 qui avait créé l'inspectorat général des services du Conseil judiciaire est tombé caduque. Donc l'ordonnance là est morte. Donc on ne peut pas la ressusciter. Les dispositions de cette ordonnance ont été abrogées par la loi portant statut du magistrat. Mais comment on peut laisser les gens évoquer les lois de la République en violation des lois en vigueur et puis les gens fonctionnent librement? On ne peut pas arrêter ces gens-là. Je ne sais pas. Arrêter, bon, moi j'ai... Oui, ils sont en train d'œuvrer sans une loi, sans un soubassement. Et je ne dirais pas que c'est par ignorance, puisque chacun a l'arrêté de notification où il est affecté. Mais une notification fausse? Non, je dis ceci, chacun a la notification. Une notification sans un soubassement. L'affecta là-bas. On dit l'entête affectée à l'inspectorat général des services du Conseil judiciaire, mais dans la motivation, dans les visas, on se réfère à l'ordonnance de 1987 créant l'inspectorat général des services du Conseil judiciaire. Une ordonnance abrogée. Abrogée par les dispositions de la nouvelle. Mais comment maintenant cette ordonnance peut prendre vie dans cette affectation? Quelle ordonnance? Non, ça c'est le ministre de la Justice qui affecte. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui où nous parlons, c'est le ministre de la Justice. Est-ce que ces ministres, ce sont des ignorants conscients ou ils les font Je vous avais dit que, bon, il y a de ces ministres-là qui n'ont jamais accepté la réforme de la Constitution actuelle, qui veulent toujours avoir la gestion des magistrats. Comment ça, un ministre peut être contre la Constitution qui dirige les pays? Bon. Un ministre il ne peut pas agir par ses imères. Donc nous sommes dans l'état de droit. Vous dénoncez comme ça, en réalité, il fallait interpeller tous ces gens qui ont eu à œuvrer dans ce sens. Si vous aviez mis dans la régie l'arrêté là, qui affecte les magistrats à l'intérieur, vous pouvez voir qu'on fait référence à cette ordonnance-là. Malheureusement, je vous ai dit de mettre ça dans la régie. Peut-être dans d'autres occasions, avec d'autres invités, vous allez balancer cet arrêté. L'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires, cette dénomination-là, c'est une invention des différents ministres. Donc, un maraboutage. La loi parle de l'inspectorat général. Maintenant, il fallait une réforme sur ce service-là. Il y a aussi un débat là. Il y a ceux qui pensent que ça doit être un décret du Premier ministre, puisque le Premier ministre, c'est l'autorité réglementaire. À mon avis, moi je dis que non, ça doit être le chef de l'État, puisque la création d'un service qui doit créer un pouvoir relève de sa compétence. En 87, c'était le président de la République, le défunt maréchal Moutérez Mema. Aujourd'hui, c'est le président de la République. La compétence ne peut pas changer, puisque c'est le contrôle d'un autre pouvoir. Alors, Monsieur Gabriel, cette émission est purement pédagogique parce que les gens sont en train de suivre l'émission en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV, Delcas Télévision. Prenez les liens, partagés, chers magistrats, chers avocats, chers outillés dans la justice. Essayez un peu de laisser vos commentaires parce que Monsieur Gabriel est en train de soulever des points très saillants dans cette émission. Mais j'aimerais quand même que nous puissions citer parce que c'est important, nous parlons de l'état des droits. La fois passée, vous avez placé un mot sur Maître Bernard Takaichi et j'informe à l'opinion que présentement, Maître Bernard Takaichi est chez lui à la maison parce qu'on avait haussé les temps, on a dénoncé, on a expliqué les dossiers. Aujourd'hui, la justice est en train d'agir à sa manière. Maître Bernard Takaichi est un homme intègre, un homme qui aime son pays, un homme clean, un homme blanc. Il est chez lui à la maison. Votre syndicat également avait dénoncé. Êtes-vous content? Notre syndicat n'avait pas dénoncé un dossier qui est devant la justice. Mais on avait suivi. Ouais, j'étais avec un autre, maître qui était ici, des droits de l'homme. C'est celui qui avait dénoncé. Je l'ai appris. Je l'ai appris personnellement, j'avais dit c'est lui. Quand il faisait l'intérim du ministre de la Justice, il m'avait appelé à son cabinet
il m'avait demandé de faire une étude sur l'inspectorat général des services du Conseil judiciaire. Ok. Il m'a donné comme document les projets de décret qui se trouvent au ministère de la Justice. Maître Bernard, vous avez donné ça? Oui. Ok. Il y a un projet. Après les États de 2015. Il y a même dans la motivation. Vous allez balancer ça, vous avez les documents. Monsieur Massouda, nous avons ces documents. À une autre occasion, peut-être, si vous n'avez pas mis ça dans la régie, ces décrets-là créent l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires. Ok. Et c'est ces décrets-là qui devraient abroger l'ordonnance de 1987. Okay. C'est comme ça que j'avais constaté. Ok. Tiens. Donc, l'ordonnance de 1987 n'a jamais été abrogée. Ce décret-là n'a jamais été présenté au Conseil des ministres pour être signé par le Premier ministre et abroger l'ordonnance de 1987. C'est pourquoi, quand ils affectent, les ministres de la Justice affectent illégalement les magistrats de ce service-là inexistant, ils se réfèrent toujours à l'ordonnance de 1987 créant l'inspectorat général du service du Conseil judiciaire. Le Conseil judiciaire n'existe plus et le ministre de la Justice, à l'époque, le défunt Singaoujou était président du Conseil judiciaire. Ce n'était pas comme les autres ministres, puisque après lui, il n'a plus existé le président du Conseil judiciaire. Avant lui, c'est le patriarche Kengo Adondo qui était procureur général de la République en même temps président du Conseil judiciaire. Il était le tout puissant. Dans les bulletins des arrêts, il arrêtait même les ministres. On avait appris même qu'il avait arrêté les ministres de la Justice. Lui, il était procureur général de la République en même temps président du Conseil judiciaire. Après lui, c'était le défunt Singaoujou, président du Conseil judiciaire. Quand Singaoujou est parti, le poste là de président du Conseil judiciaire ça n'existait plus. C'était devenu maintenant le ministre de la Justice. Avec la réforme de 93, le ministre de l'ordonnance de 1993, le ministre de la Justice était devenu, on peut dire que président du Conseil supérieur de la magistrature, état vice, puisque le président ne jouait pas ces fonctions-là. C'est ça la réforme. Oui. Voilà. Donc, si je comprends, c'est Maître Bernard Takaïche qui vous avez donné les dossiers, il vous a réveillé pour que vous puissiez sauver la République. Je l'ai su à partir des documents qu'il m'avait donnés. Je vous parle des projets de décret qui existent au ministère de la Justice, qu'il y a cet inspectorat. Mais avant cela, entre-temps, les noms de l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires étaient déjà changés. Okay. Maintenant, ces décrets devraient sanctionner ces changements. Ces décrets-là n'ont jamais été présentés au Conseil des ministres. Et je crois qu'au Conseil des ministres, ça n'allait pas passer. Ça n'allait pas passer. Ça viole non seulement la Constitution, mais les statuts des magistrats. Voilà. Vous avez des gens comme Maître Bernard Takaïche, un homme qui aime les droits, un homme qui tient à bien faire les choses. Ici, vous avez un témoignage que Maître Bernard avait donné un dossier pour sauver quand même la justice parce qu'il y avait une structure qui travaillait sans respecter les lois de l'art. Mais un témoignage d'abord par rapport à l'homme, par rapport à tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas, vous avez fréquenté l'homme. Qui est Maître Bernard Takaïche? Quel est le témoignage? Son image, est-ce que vous l'avez déjà vu dans un dossier sale? Parce que c'était un politique, hein? Vous savez comment les politiques se salissent. Vous, un témoignage d'abord par rapport à l'homme. C'est que c'est un homme intègre. C'est puisqu'il voulait voir clair dans ce service-là, qu'il m'avait donné ce dossier-là, qu'il est le premier à le faire. Le premier? À le faire. Mais tous les ministres passaient par là. Affectaient les magistrats. Lui faisant l'intérim des ministres, il dit non. Prenez d'abord ce dossier ici examiné. C'est comme ça que j'ai su que c'est un service inexistant. Mais les autres ne l'ont pas fait. Mais l'actuel ministre, Guy Sangani, il a dit qu'il va faire la réforme de ce service-là, attaché à son ministère. C'est ainsi que notre syndicat lui a adressé les mémos pour attirer son attention. Si ce service-là est illégal, je ne sais pas, le mémo a été déposé, réceptionné, je ne sais pas si c'est
les membres de son cabinet ont caché les mémos où les mémos lui étaient arrivés. S'il avait lu les mémos, il allait peut-être inviter les membres de notre syndicat pour qu'on en parle. Même les États généraux ici, ils ne vont pas se tenir. Ils n'ont rien proposé comme solution. Rien. Rien. Mais j'ai vu quand même les intelligences là-bas. J'ai vu. Ils n'ont rien proposé comme solution. Les États généraux de 2015, comme ceux de 2024 ici, n'ont rien proposé comme solution. Dans notre mémo adressé au président de la République, nous parlons pour résoudre la solution des conditions sociales et des travaux de Manisala. Il faut réviser les derniers liens de l'article 49 pour corriger l'injustice que les députés de la transition avaient commise en ce qui concerne les budgets du pouvoir judiciaire. Où on nous a donné l'article 49, nous donne l'indépendance de la main droite, on nous retire l'autonomie financière et budgétaire de la main gauche. Dans le fonctionnement. Oui, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Merci, Monsieur Gabriel. Je précise que vous êtes vice-président du syndicat de magistrats, Soudima. Oui. Voilà. Premier vice-président. Premier vice-président. Je précise que vous êtes aussi un juge au magistrat. Oui, premier président de la Cour d'appel. Merci. Merci à vous et merci également au public qui nous ont suivis. Vous avez suivi quand même. L'homme a parlé avec son cœur. Il a dit des choses. Espérons que vous qui sont en train de suivre cette émission, vous pouvez également la déguster, consommer cela et puis laisser vos commentaires sur notre chaîne YouTube au Centre TV et Delcas Télévision. Un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné, M. Massounda, mon réalisateur attitré, à la régie finale, M. Enoch, assisté par Germain qui était du côté caméra robot, côté caméra mécanique, Fatouma, côté YouTube, Rachidi et Kenny Mavinga. Une autre RDC est possible. Battons-nous pour l'indépendance et la liberté d'expression. Au revoir. Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.